Bien, bonjour à tous. Monsieur le ministre délégué aux comptes publics, cher Olivier Dussopt, chers amis, c'est toujours avec le même enthousiasme, mais avec juste quelques cheveux blancs en plus, que je suis heureux de vous présenter pour la 5e fois le projet de loi de finances. C'est une singularité sous la Ve République d'avoir l'honneur de présenter pour la 5e fois un projet de loi de finances, mais je vous le dis, je le fais avec toujours le même enthousiasme. Cela me permet de vous rappeler les lignes de force qui sont celles de notre politique budgétaire depuis 2017. 3 lignes de force qui n'ont pas varié depuis près de 5 ans. La maîtrise des comptes publics, la baisse des impôts et la sincérité. La maîtrise des comptes publics, d'abord, puisque je rappelle que cette majorité, sous l'autorité du président de la République, a engagé à partir de 2017 la baisse de la dette publique, a ramené le déficit public sous les 3% en 2018 et a sorti la France de la procédure pour déficit public excessif. Alors tout ça, on m'explique évidemment que c'est tombé du ciel, que c'est venu tout seul. C'est au contraire le résultat du courage de la majorité et de décisions que personne n'avait assumées jusque-là. Ce rétablissement des comptes publics n'est pas tombé du ciel. Il est venu de la suppression des emplois aidés, 2 milliards d'euros d'économies, de mesures courageuses sur l'audiovisuel public, d'une réforme en profondeur des chambres de commerce et d'industrie pour près d'1 demi-milliard d'euros d'économies, de réforme d'Action Logement. C'est le courage politique qui nous a permis de rétablir les comptes publics et de sortir la France de la procédure pour déficit public excessif. Et j'en suis reconnaissant à la majorité que nous avons reçue hier avec Olivier Dussopt, qui nous a apporté un soutien sans faille dans cette maîtrise des comptes publics. La deuxième ligne de force, ça a été, malgré les difficultés, malgré les tourmentes politiques, la baisse des impôts. Nous n'avons jamais varié sur la nécessité de réduire le poids des prélèvements obligatoires dans la nation française. Cette baisse des impôts, elle s'est traduite par la plus forte baisse d'impôts sur les ménages et sur les entreprises depuis 20 ans, 50 milliards d'euros de baisse d'impôts en 5 ans. Nous avons tenu la suppression de la taxe d'habitation, nous avons réduit l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros et nous avons maintenu constamment notre trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui, comme nous l'avions promis au premier jour de ce quinquennat, sera ramené à 25% pour toutes les entreprises sans exception en 2022. Cette stabilité fiscale et cette cohérence dans la baisse des impôts est une singularité sous la Ve République. Elle nous a permis de ramener le taux de prélèvement obligatoire à 43,5% en 2022, c'est-à-dire un taux qui nous permet tout juste de nous rapprocher de la moyenne européenne. C'est dire s'il y avait du travail à faire. Je le dis notamment aux oppositions qui nous accablent sur le sujet, mais qui, par exemple, en 2012, avaient laissé des impôts en augmentation de 2 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu, qui avaient augmenté la TVA à taux réduit ou qui avaient, sous le quinquennat précédent, fait monter le taux de prélèvement obligatoire jusqu'à 45%. Nous n'avons donc de leçons à recevoir de personne sur la baisse des impôts. Enfin, la sincérité. C'est un projet de loi de finances sincère. Et l'ensemble des dépenses qui doivent y figurer, y figurent. Et s'il y a 2 objets qui sont en dehors de ce projet de loi de finances, c'est tout simplement parce que les circonstances économiques ont changé et nous ont demandé de réévaluer ces projets. Je pense d'abord au plan d'investissement. Ça demande du temps de savoir quelles sont les chaînes de valeur dans lesquelles il faut investir, quelles sont les technologies. Nous préférons faire bien le travail que de le précipiter. Et enfin, les mesures pour les jeunes, parce que le contexte a changé à partir du moment où nous voyons bien aujourd'hui que la difficulté économique majeure, c'est quoi? C'est la pénurie de main-d'œuvre. Ça appelle donc à repenser les mesures de soutien que nous voulons apporter. Tout cela est fait en plein accord avec la majorité parlementaire. Je le redis, nous en avons parlé avec eux hier. Ces mesures seront introduites par amendement en première lecture
du projet de loi de finances, en accord avec la majorité et en parfaite transparence aussi avec le Haut Conseil des finances publiques. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Pierre Moscovici hier sur ce sujet. Il y a donc bien une sincérité totale de la part du gouvernement sur ces choix budgétaires et sur les deux éléments que nous laissons pour le moment de côté au regard des circonstances économiques. Cela me mène justement à vous dire un mot de la situation économique actuelle et des choix que nous avons faits pour ce projet de loi de finances 2022. Le contexte économique, vous le connaissez tous aussi bien que moi, c'est celui d'une reprise économique mondiale soutenue, avec néanmoins 3 points de vigilance: l'inflation, bien entendu, le niveau des actifs, et un point de vigilance plus structurel dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, qui est le risque de grande divergence entre les économies développées, qui ont pu protéger leur économie et qui la relancent maintenant à grande vitesse, et les économies en développement. Cette grande divergence est, à mes yeux, la principale menace politique qui peut peser dans les prochaines années sur le plan économique. Dans ce contexte-là, nous avons fait, avec le Président de la République, avec le Premier ministre Jean Castex, avec le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, le choix d'un PLF de relance et d'investissement. La conjoncture est bonne, la croissance est là, elle est puissante en Europe, elle est puissante aux États-Unis, et l'économie redémarre fort en Chine. C'est le moment d'investir. C'est le moment de préparer la France au succès économique des 15 à 20 prochaines années. Et les investissements que nous ferons maintenant, la puissance de la relance que nous développerons, permettront à la France de continuer à être une des grandes puissances économiques mondiales au XXIe siècle. C'est bien l'enjeu de ce projet de loi de finances. Et de ce point de vue, je pense que notre action économique est pour les Français lisible. Et que dans ces temps agités, cette lisibilité est précieuse. Parce qu'elle crée la confiance. Les Français peuvent nous faire confiance. Nous leur avons montré que nous savions tenir la barre en pleine tempête et que nous savions où nous allons. 2020 a été le PLF de l'urgence. 2021 a été un PLF d'urgence et de relance. 2022 sera un PLF de relance et d'investissement. Vous voyez que sur ces 3 années, la stratégie du gouvernement est claire et lisible pour les Français. Et les Français ont besoin de cette clarté, ils ont besoin de cette lisibilité, ils ont besoin de cette constance. La situation économique, je vous le disais, est meilleure que prévu sur le plan international. Elle est meilleure que prévu aussi au niveau national. Je maintiens notre prévision de croissance à 6% pour 2021 et à 4% pour 2022. On me dirait que 6% désormais, c'est prudent, puisque la majorité des instituts prévoit désormais une croissance supérieure à 6% pour la France. Mais je le redis, je pense que la prudence est la mère de toutes les vertus. Il n'est pas question pour le moment de modifier le chiffre de croissance pour 2021. Nous ne sommes jamais à l'abri, soit d'un accident sanitaire, soit d'un imprévu. 6% me paraît donc une évaluation raisonnable. L'efficacité de la relance et la puissance de la reprise nous a permis d'avoir un taux de chômage inférieur à la situation d'avant-crise, autour de 8%. Un niveau d'investissement supérieur à celui d'avant-crise, une consommation qui redémarre fortement et qui est dynamique. Tout cela nous permet d'affirmer que nous retrouverons notre niveau d'activité d'avant-crise en décembre 2021. C'est, du point de vue économique, un exploit. Et je tiens à en remercier les salariés, les entreprises, les Français, l'ensemble du peuple français qui a réussi à obtenir cette performance économique. Cette performance économique, elle est due aussi, les économistes le disent très clairement, à la manière dont nous avons engagé la relance. Nous avons dépensé l'argent des Français à bon escient. Nous avons dépensé l'argent des Français à bon escient. Le quoi qu'il en coûte était un choix politique réfléchi, efficace, nécessaire, tout simplement parce qu'il est moins coûteux
de protéger que de réparer. Et je le dis là aussi à toutes les oppositions qui nous tombent dessus à bras raccourcis, mais qui, face à la crise de 2008, une crise où le PNB est tombé de 4%, là où il s'est effondré de 8% en 2020. Donc une crise 2 fois moins brutale qu'en 2020. On creusait la dette de 10 points. On finit avec une croissance à 0, avec un chômage à 10% et 2 fois plus de faillites que celles que nous avons enregistrées en 2020. Je crois que c'est la preuve par les chiffres que notre réponse à la crise de 2020 a été moins coûteuse et plus efficace que celle qui avait été apportée en 2008. Notre politique réfléchie, cette politique du quoi qu'il en coûte, n'a rien à voir, mais vraiment rien, avec le n'importe quoi budgétaire de nos opposants, qui ne cessent de multiplier des propositions toutes les plus farfelues les unes que les autres sans le moindre euro de financement, de rachat des autoroutes à 40 milliards d'euros, en passant par l'augmentation générale des salaires de 10% financée par l'État pour 25 milliards d'euros, au doublement du salaire des enseignants pour plus de 50 milliards d'euros. Tout cela ne tient pas la route, n'est pas financé et est très loin de la politique réfléchie, efficace, nécessaire que nous avons menée avec le Président de la République pour faire face à la crise, relancer l'activité, maîtriser le chômage, éviter les faillites et avoir désormais un niveau de croissance parmi les plus élevés de la zone euro. Ce PLF, par ailleurs, présente des choix de dépenses qui sont clairs. La politique qui est au cœur de ce PLF, c'est celle du réarmement régalien. Les armées vont bénéficier, grâce à la loi de programmation militaire, d'1,7 milliard d'euros supplémentaires, la justice de 700 millions d'euros, l'intérieur, avec le Beauvau de la sécurité, d'1,5 milliard d'euros. Nous faisons le choix du régalien et nous faisons le choix du réarmement régalien de la France, tout simplement parce qu'il est attendu par les Français qui veulent la sécurité et la justice. Ce PLF met fin également au quoi qu'il en coûte dont je viens de vous parler. Et je vous confirme que le quoi qu'il en coûte sera terminé au 1er octobre, dès lors que le fonds de solidarité, à l'exception des établissements qui restent administrativement fermés comme en Outre-mer, sera désormais supprimé et remplacé par un dispositif de remboursement des charges fixes. Nous adaptons donc les dispositifs à la réalité de la situation économique, nous mettons fin au quoi qu'il en coûte et nous apportons des mesures de soutien aux seuls établissements et aux seuls secteurs qui en ont réellement besoin parce qu'ils continuent à être touchés par la crise. Nous poursuivons évidemment la relance économique. Elle a donné de très bons résultats. Nous sommes partis tôt, nous avons décaissé rapidement. Nous continuerons à décaisser les fonds de la relance avec un objectif, 70 milliards d'euros engagés d'ici la fin de l'année. Enfin, nous investissons avec le plan d'investissement que le Président de la République annoncera dans les prochaines semaines, dont l'objectif est d'accélérer la réindustrialisation de la France, d'améliorer notre productivité pour améliorer le niveau de vie des Français, de maîtriser les technologies du XXIe siècle, comme l'hydrogène, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle ou l'avion bas carbone. Je veux terminer enfin cette présentation en vous disant à quel point, avec Olivier Dussopt, avec toute la majorité, avec le Président de la République, nous croyons au rétablissement des finances publiques de la France. Et nous sommes engagés pour le rétablissement des finances publiques de la France. Nous sommes des gestionnaires sérieux. Nous sommes sérieux puisque, je le rappelle, nous l'avons fait au début du quinquennat. Je ne reviens pas sur ce que je vous disais en introduction, mais nous avons sorti la France de la procédure pour déficit excessif et ramené les déficits publics sous les 3%. Nous le sommes parce qu'en 2022, le déficit baissera de 8,4 à 4,8%, que la dette publique baissera de 116 à 114%, et que le niveau de dépenses publiques reviendra au niveau d'avant-crise, puisqu'il passera de 60 points de PIB à 55,6. Ça ne s'appelle pas laisser filer les comptes, ça ne s'appelle pas toujours plus de dépenses, ça s'appelle revenir raisonnablement à la maîtrise
des finances publiques. J'entends par ailleurs, avec, je dois dire, un florilège d'expressions tout aussi variées les unes que les autres, que nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépenser sans compter, pratiquer la politique du chéquier. Mensonge. Mensonge. Toutes les dépenses qui ont été annoncées soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, nous les avions anticipées et annoncées avec Olivier Dussopt depuis juillet. Nous vous avons dit en juillet qu'il y aurait environ 11 milliards d'euros de dépenses de l'État supplémentaires. Toutes les dépenses qui ont été annoncées par le président de la République et par le Premier ministre ne font que décliner ces 11 milliards d'euros. Nous sommes, je le redis, des gestionnaires sérieux, des gestionnaires responsables, attachés à la maîtrise des finances publiques. Il y a dans ces dépenses de l'État, dont je vous ai parlé, qui sont annoncées depuis juillet, qui sont anticipées, d'abord des mesures qui sont financées en collectif budgétaire par redéploiement des mesures d'urgence. Quand vous regardez les mesures d'urgence, nous avions été responsables, nous avions anticipé que la crise sanitaire pouvait durer jusqu'à la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, la situation sanitaire s'est améliorée, le quoi qu'il en coûte prend fin, donc nous avons effectivement des moindres consommations des mesures d'urgence. Environ 8 milliards d'euros de moindre consommation des mesures d'urgence. Ces 8 milliards d'euros, l'immense majorité va servir à réduire les déficits publics. Nous sommes, je le redis, des gestionnaires responsables et sérieux. Nous ne dépensons pas tout l'argent qui a été sous-consommé dans les dispositifs d'urgence. Ils vont servir à réduire le niveau de déficit public pour 2021. 600 millions d'euros sur ces 8 milliards seront en revanche utilisés pour le chèque énergie parce que ça va nous permettre de distribuer le chèque tout de suite aux Français. Et confrontés à l'augmentation des prix de l'énergie, notamment l'envolée des prix du gaz, les Français ne vont pas attendre le printemps prochain ou l'été prochain pour disposer de ces 100 euros supplémentaires du chèque énergie. Ils ont besoin de l'argent tout de suite. Donc nous allons prendre sur les mesures d'urgence, car c'est bien une mesure d'urgence et c'est cohérent de soutenir les Français face à l'augmentation des prix de l'énergie avec ce nouveau chèque énergie, 600 millions d'euros financés sur ces 8 milliards d'euros de sous-consommation des mesures d'urgence qui iront principalement à la réduction des déficits. D'autres mesures vont être financées par redéploiement de la relance. Là aussi, nous sommes des gestionnaires sérieux. Je pense à la prolongation des primes à l'apprentissage, 300 millions d'euros, au transport en commun en site propre, au territoire d'industrie, 400 millions d'euros et 150 millions d'euros respectivement. Ces redéploiements ne sont pas financés par de nouvelles dépenses, mais par des redéploiements, notamment sur les moindres garanties export et sur les moindres consommations, des primes à la conversion et des bonus automobiles. Enfin, il y a les mesures qui seront financées en 2022 dans le cadre du PLF 2022 et qui s'inscrivent dans les dépenses dont nous avions parlé dès juillet avec Olivier Dussopt. Je pense au Beauvau de la sécurité, je pense à la prolongation de MaPrimeRénov', je pense aux mesures en faveur du fret ferroviaire ou du plan en faveur de Marseille. J'ai pris le temps de vous donner tous ces détails parce que je ne laisserai pas passer toutes ces expressions qui ont le mérite d'être colorées, mais le défaut d'être fausses et mensongères. Et je ne veux pas qu'on induise les Français en erreur sur le sérieux de notre gestion budgétaire. Nous voulons retourner à l'équilibre des comptes publics, nous voulons le faire sérieusement, nous l'engageons dès 2022 avec les chiffres que je vous ai donnés, et nous avons par ailleurs un calendrier de rétablissement progressif de nos finances publiques qui doit rassurer les Français. Entre l'austérité et la dépense à tout va, il y a la place pour une voie d'équilibre qui est la nôtre. Celle qui refuse le rétablissement trop rapide des finances publiques et précipité qui casserait la croissance, alors que la croissance est la meilleure façon de réduire la dette, et celle du laisser-aller budgétaire, de la dépense à tout va, qui caractérise désormais l'ensemble des projets des oppositions de droite comme de gauche. Car l'irresponsabilité budgétaire, elle est bien du côté des oppositions, et la responsabilité budgétaire, elle est bien du côté de
de la majorité et du côté du président de la République. Nous pouvons le faire progressivement, tout simplement parce que nous avons une situation européenne et un choix européen qui est très clair. La clause d'exception générale est maintenue jusqu'à la fin de l'année 2022. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les pays européens, les 27 États membres, font le choix politique pour 2022 de l'investissement. Et que ce soit la Banque centrale européenne, la Commission européenne ou la grande majorité des États membres de l'Union européenne, nous disons tous, en 2022, il faut continuer à soutenir l'économie et à investir pour garantir la solidité du redémarrage économique. Ensuite, le rétablissement des finances publiques se fera suivant un calendrier clair. Nous retournerons sous les 3% de déficit public en 2027, en 5 ans. Nous allons donc faire, en 5 ans, ce que les autres, à la suite de la crise de 2008, n'ont pas fait en 10 ans. Je tiens tout de même à le rappeler, puisque nous sommes repassés sous les 3% de déficit public après la crise de 2008, en 2018, et uniquement grâce aux décisions d'économie prises par cette majorité. Enfin, sur la baisse de la dette publique et sur l'amortissement de la dette, je vous confirme que nous amortirons la dette Covid d'ici 2042, en 20 ans, comme nous l'avions prévu. Nous maintenons cet objectif. Quels sont les instruments pour y parvenir? Alors, je crois que notre crédibilité tient à la fois au calendrier, à sa clarté, et aux instruments et à la puissance de ces instruments. Le premier, je l'ai dit, je ne reviens pas, celui qui est le plus efficace, celui qui permet d'améliorer le niveau de vie des Français, c'est la croissance. Et la relance, plus le plan d'investissement qui caractérise ce PLF 2022, doivent nous permettre d'avoir plus de croissance, donc plus de prospérité pour chaque Français. Le deuxième instrument, ce sont les réformes de structure. Le président de la République et le Premier ministre ont confirmé que nous appliquerions à partir du 1er octobre la réforme de l'assurance chômage. Enfin, le troisième instrument, auquel je crois profondément, c'est une règle pluriannuelle de dépenses publiques qui doit, selon moi, avoir valeur constitutionnelle. C'est la seule façon de garantir des choix démocratiques en matière de dépenses et d'éviter le toujours plus pour aller vers de véritables choix politiques en matière de dépenses publiques. Il y a de bonnes dépenses publiques, il y a de mauvaises dépenses publiques. La pluriannualité et le caractère constitutionnel de cette règle nous amèneront à faire des choix clairs. Enfin, il y a un instrument à bannir, je tiens à le rappeler, c'est celui de l'augmentation des impôts. Malgré tous les efforts que nous avons faits, malgré la baisse des impôts que nous avons engagés, nous gardons un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés des pays développés. Ce serait donc une impasse que de revenir sur ces baisses d'impôts. Pourquoi enfin, et je termine par là, nous croyons à cette bonne gestion et à la nécessité de maîtrise des finances publiques? D'abord parce que nous le devons aux Français. Quand on gère les comptes de la nation, quand on a eu à faire face à une crise aussi importante, nous avons été bien contents d'avoir les moyens dans la caisse pour faire face à cette crise. Et maintenant, il faut renflouer les caisses pour faire face, demain ou après-demain, à une éventuelle nouvelle crise. Ça s'appelle le principe de responsabilité. Il faut renflouer les caisses pour nous permettre, le cas échéant, de faire face avec la même efficacité et avec la même rapidité et avec la même crédibilité à une éventuelle nouvelle crise. Nous le devons aussi à nos comptes publics, tout simplement parce que nous savons que le moment viendra où, progressivement, la Banque centrale européenne, la Fed, ajusteront leur politique monétaire et que les taux d'intérêt, logiquement, remonteront. Et que, par conséquent, il serait irresponsable de garder des niveaux de dette et de déficit qui se traduiraient par des dépenses inutiles de remboursement des charges d'intérêt. Nous le devons aux Français, nous le devons à nos comptes publics, nous le devons aussi à nos partenaires européens. Je le dis face aux attaques multiples et variées dont fait part l'Union européenne aujourd'hui. Nous avons été bien contents d'avoir la Banque centrale européenne quand cela allait mal. Nous avons été bien contents, grâce à Emmanuel Macron et Angela Merkel, de pouvoir émettre de la dette en commun et de partager le fardeau. Nous avons été bien contents d'avoir des taux d'intérêt négatifs pour lever de la dette
et nous protéger face à la crise. Nous le devons à la zone monétaire européenne, nous le devons à la Banque centrale européenne, à la politique monétaire menée par Christine Lagarde et à la solidarité entre États européens. Mais la solidarité, ce n'est pas à sens unique. La solidarité, c'est quand ça va mal, c'est aussi quand cela va bien. Et cela doit nous amener à respecter des règles communes dans la zone euro pour nous permettre de faire face, là aussi, à toute éventualité. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Ministre, cher Bruno Le Maire, Mesdames et Messieurs, quelques mots à mon tour pour indiquer que le projet de loi de finances que nous présentons devant le Conseil des ministres tout à l'heure et ensuite devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat est un projet de loi de finances, évidemment, au service de la stratégie économique que Bruno Le Maire vient de décrire et de rappeler. C'est un projet de loi de finances qui se veut à la fois simple, dans la mesure où nous devons apporter des réponses à la crise et tenir les engagements qui ont été pris, et un projet qui s'inscrit dans la continuité et la cohérence des politiques que nous menons depuis 2017. Il y a 3 points que je veux souligner devant vous. D'abord pour dire que ce projet de loi de finances est un projet qui nous permet de tenir les engagements pris par le Président de la République et par le gouvernement à l'occasion de la campagne de 2017, mais aussi des décisions qui ont été prises depuis. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi de finances consacre des augmentations importantes des ministères régaliens. Nous rééditons une augmentation de 8% des crédits du ministère de la Justice pour la 2e année consécutive. Cela représente une augmentation de 660 millions d'euros des crédits de la chancellerie et cela va amener le budget du ministère de la Justice autour de 9 milliards d'euros, soit largement au-dessus de ce qui a été prévu dans la loi de programmation pluriannuelle pour la justice. De la même manière, et après les annonces du Président de la République, les crédits consacrés au ministère de l'Intérieur augmentent de 1,5 milliard d'euros entre 2021 et 2022 et cela permettra donc d'améliorer les conditions d'exercice de l'ensemble des policiers et des fonctionnaires du ministère. Et enfin, comme les années précédentes, nous respectons scrupuleusement la programmation militaire pluriannuelle avec une augmentation des crédits du ministère des Armées d'1,7 milliard. De la même manière, nous poursuivons nos efforts pour la préparation de l'avenir et notamment la formation ainsi qu'au service de la jeunesse. C'est pour ces raisons que le budget du ministère de l'Éducation nationale va connaître en 2022 une augmentation d'1,7 milliard, avec parmi ce 1,7 milliard 700 millions d'euros consacrés à des revalorisations salariales pour les enseignants et à la prise en charge de la protection sociale complémentaire, puisque vous savez qu'à partir du 1er janvier 2022, les employeurs publics doivent prendre en charge une première partie de la protection sociale complémentaire des agents à hauteur de 15 € par mois, et ce, dans une trajectoire de montée en puissance. Ce budget va aussi permettre d'augmenter le nombre de services civiques dans le cadre des attributions du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que de recruter 4 000 AESH supplémentaires et d'amplifier ainsi notre effort pour l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. Parallèlement, et dans un secteur proche, le budget va permettre une augmentation des moyens du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 500 millions d'euros, 550 millions d'euros pour être précis, conformément à la loi de programmation de la recherche. Et nous allons poursuivre un certain nombre de dispositifs dans le cadre des redéploiements qui ont été évoqués. Le Premier ministre a annoncé la prolongation du dispositif d'aide à l'apprentissage jusqu'au mois de juin 2022. Toujours en matière de préparation de l'avenir, vous savez l'intérêt que nous portons depuis le début du quinquennat à la question de la transition écologique. Et donc ce budget, comme les précédents, indépendamment des crédits de 30 milliards d'euros prévus au titre du plan de relance, va permettre au ministère de la Transition écologique de voir augmenter ses moyens d'1,5 milliard d'euros. Cela va notamment nous permettre de maintenir, indépendamment du plan de relance, l'effort à un niveau très soutenu en matière de rénovation énergétique des bâtiments d'habitation, mais aussi d'accompagner l'ensemble des politiques du ministère sur la transition écologique. Enfin, nous avons dans ce budget des outils pour accompagner les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle ce budget va aussi permettre le maintien à un niveau très élevé des places ouvertes en matière d'hébergement d'urgence, à hauteur de 190 000 places, puisque nous sortons d'une gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence pour aller vers une gestion annuelle. Et je tiens à souligner qu'à l'échelle du quinquennat, les crédits consacrés à l'hébergement d'urgence seront ainsi passés de 1,8 milliard d'euros à 2,7 milliard d'euros, ce qui montre combien nous en avons fait une priorité. De la même manière, nous inscrirons dans ce projet de loi de finances la traduction d'un engagement pris par le gouvernement devant l'Assemblée nationale qui consiste à mettre en place un abattement spécifique
Pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui vivent en couple, cet abattement va permettre à ces couples de voir le montant de leur allocation revalorisé de 110 € par mois. Il s'agit de 120 000 personnes qui vont ainsi bénéficier d'une revalorisation de l'allocation adulte handicapé, et ce donc conformément aux annonces que nous avions prises. De la même manière, dans un secteur différent, nous continuons les efforts déjà engagés les années précédentes pour renforcer les crédits dont bénéficie le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, puisque ces crédits représentent un total, de manière transversale, d'1 milliard d'euros, mais les crédits opérationnels à la main de la ministre déléguée vont passer de 40 à 51 millions d'euros. C'est ce qui permet, par exemple, l'ouverture 24 heures sur 24 d'un service comme le 3919, ouverture qui a été d'ores et déjà mise en œuvre depuis le 1er septembre. Nous tenons d'autres engagements avec ce projet de loi de finances. Je pense à la trajectoire de reprise de dette de la SNCF, mais aussi à d'autres outils qui n'ont pas fait l'objet de loi de programmation pluriannuelle, mais qui sont des engagements du Président de la République. C'est ainsi que l'aide publique au développement va augmenter d'1 milliard d'euros pour nous permettre d'atteindre dès 2022 un objectif qui avait été fixé à un niveau inférieur et que nous dépassons, puisque 0,56% du revenu national brut sera ainsi consacré à l'aide publique au développement, et ce, là aussi, conformément aux engagements qui avaient été pris. À l'échelle du quinquennat, là aussi, les crédits consacrés à l'aide publique au développement auront augmenté de 70%. C'est un effort inédit en matière de codéveloppement. Enfin, au titre des engagements pris et tenus dans le cadre de ce projet de loi de finances, je souhaite dire un mot de la situation des collectivités locales pour souligner que, conformément aux années précédentes, nous maintenons le niveau des dotations de fonctionnement à 26,8 milliards d'euros. Nous maintenons aussi, indépendamment du plan de relance, le niveau des soutiens à l'investissement. Je pense évidemment à la dotation d'équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l'investissement local à hauteur de 2 milliards d'euros. Et nous ajoutons un abondement exceptionnel de 350 millions d'euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour financer de manière spécifique les projets inclus dans les contrats de relance et de transition écologique conclus avec les collectivités locales, et notamment pour accompagner les collectivités face à l'augmentation du prix des matières premières et à une éventuelle réévaluation des montants prévisionnels des marchés publics. Ce projet de loi va aussi permettre d'aller plus loin en matière de péréquation entre les collectivités, avec une augmentation des crédits consacrés à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, et d'augmenter encore une fois les crédits consacrés à la fois à la politique de la ville pour presque 50 millions d'euros, avec comme objectif majeur le financement des cités éducatives que nous avons prévu à hauteur de 200, mais aussi d'augmenter les crédits consacrés au déploiement des maisons France Service, puisque nous allons consacrer 35 millions supplémentaires au titre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire au financement de nouvelles maisons au titre de France Service. Pour finir sur les collectivités, je souhaite aussi préciser, en réponse à un certain nombre d'inquiétudes qui ont été exprimées, que nous n'avons pas inscrit dans le projet de loi de finances la réforme de l'IFER, qui a fait l'objet d'un rapport remis au Parlement. C'est un sujet qui est complexe et qui mérite du temps, qui mérite des délais d'instruction, qui n'a pas de caractère urgent par ailleurs, et donc nous prenons le temps de travailler, tant avec les opérateurs qu'avec les collectivités locales, pour avancer sur cette réforme. La deuxième caractéristique que je souhaite souligner et qui concerne ce projet de loi de finances, et pour confirmer que ce projet de loi de finances maintient et traduit la trajectoire fiscale et la stratégie fiscale qui est la nôtre. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi de finances, comme Bruno Le Maire l'a indiqué, va permettre de porter le taux d'impôt sur les sociétés à 25% pour toutes les entreprises, va aussi mettre en œuvre la suppression du deuxième tiers de la taxe d'habitation, qui est encore payée par 20% des ménages, conformément aux engagements qui avaient été pris. Par ailleurs, en matière de fiscalité, ce projet de loi de finances continue une œuvre engagée depuis le début du quinquennat en matière de simplification, en matière de mise en conformité avec le droit communautaire ou encore en matière de suppression de petites taxes dont le rendement est bien souvent inférieur au coût de recouvrement. Cette politique fiscale est évidemment cohérente avec la politique que nous menons depuis le début du quinquennat pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous aurons à la fin du quinquennat baissé les impôts de 50 milliards d'euros, 25 pour les entreprises, 25 pour les ménages, principalement du fait de la baisse de la taxe d'habitation et de la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros l'année dernière. Et il est à souligner que ces efforts payent, puisque conjugués avec la revalorisation des revenus du travail et notamment le maintien à un très haut niveau de la prime d'activité, les gains de pouvoir d'achat des ménages seront à un niveau supérieur à la moyenne des 10 dernières années.
Les gains de pouvoir d'achat étaient en moyenne de 1,4% par an de 2007 à 2012. Ils ont été de 0,4% par an de 2012 à 2017. Sur les 3 premières années de notre quinquennat, ces gains ont été supérieurs à 1,8%. En intégrant les effets de la crise, ils restent supérieurs à 1,5% sur la moyenne du quinquennat. Et 2021 s'annonce comme une année particulièrement intéressante dans la mesure où nous estimons que le pouvoir d'achat des ménages devrait augmenter de 1,8 à 2%. Et donc nous aurons ainsi un niveau d'augmentation du pouvoir d'achat chaque année supérieur à la moyenne des années précédentes par revalorisation du travail et par la diminution de la fiscalité qui pèse sur les ménages. Comme l'a dit Bruno Le Maire, nous atteindrons en 2022 un taux de prélèvement obligatoire de 43,5%. Et il est à souligner que c'est le plus bas taux depuis 2011 et qu'ainsi, avec les baisses d'impôts auxquelles nous avons procédé, nous effaçons les chocs fiscaux qu'ont connus les ménages et les entreprises au cours des 10 dernières années. Troisième point à souligner pour ce projet de loi de finances, le fait qu'il s'inscrit dans la continuité des réformes et des transformations que nous mettons en œuvre depuis le début du quinquennat. Nous allons travailler parallèlement à ce texte sur les propositions de loi organiques en matière de gouvernance des finances publiques et ainsi acter les trajectoires pluriannuelles qui ont été évoquées. Nous allons travailler à la réforme de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables. Nous allons continuer nos efforts en matière de sincérisation budgétaire, notamment par des rebudgétisations de certains comptes d'affectation spéciale et par une amélioration constante des éléments de sincérité, notamment sur les taux de mise en réserve. Et évidemment, nous allons répéter l'exercice auquel nous nous prêtons depuis 2 ans maintenant, celui du budget vert, en précisant que ce budget vert et la cotation environnementale de l'intégralité des dépenses de l'État sera rendu public dans les tout prochains jours et que, par rapport à l'an dernier, nous avons avancé sur les méthodologies, sur la finesse des analyses, mais aussi sur l'intégration des budgets annexes et l'ensemble des dépenses de l'État dans cette évaluation des conséquences sur l'environnement de chacune des dépenses publiques. Je voudrais enfin souligner que ce budget va comporter 2 missions particulières. La mission urgence, que vous connaissez toutes et tous, cette mission qui fait l'objet de sous-consommation au titre de l'année 2021 du fait de la meilleure reprise économique que ce que nous anticipions. Cette mission sera maintenue ouverte en 2022, non pas pour financer des aides exceptionnelles, dans la mesure où les aides en question ont vocation à prendre fin, à l'exception des territoires d'outre-mer qui connaissent encore des situations de confinement ou de couvre-feu, mais parce que nous aurons très certainement des restes à payer en matière d'aide d'urgence sur 2022, et cette mission sera nourrie par des reports de crédit qui seront actés en fin d'exercice lorsque nous connaîtrons précisément le niveau de sous-consommation qui a été évoqué. De la même manière, la mission relance reste évidemment ouverte. Le projet de loi de finances va permettre des premiers redéploiements, notamment en redéployant les garanties export ou les primes à la conversion qui ont été évoquées par Bruno Le Maire tout à l'heure. Et ce sont 1,2 milliard de crédits relance qui vont être redéployés avec le PLF. Et par ailleurs, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion, nous pourrons procéder à d'autres déploiements à un moment de l'année 2021 qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance du niveau de consommation des différents dispositifs. L'ensemble de ces dispositions, comme cela a été dit, était prévu, inclus dans la marche d'évolution des dépenses que nous avons annoncée à l'occasion du débat d'orientation des finances publiques et de la publication des plafonds de crédit par ministère. Et l'ensemble de ces éléments nous permettent d'être dans une situation de normalisation. C'est un projet de loi de finances de relance et d'investissement, mais aussi de normalisation, avec un certain nombre d'éléments qu'il faut souligner. Le fait que le déficit public diminue de moitié, c'est une marche extrêmement conséquente et qui témoigne de notre crédibilité. Déficit qui sera pour l'essentiel porté par l'État, dans la mesure où les collectivités locales devraient retrouver une situation légèrement excédentaire en 2022 et où les administrations de sécurité sociale verront un certain nombre de mouvements comptables, notamment autour de la CADES, qui leur garantira l'équilibre. C'est aussi un PLF qui va nous permettre donc de ramener la dette publique à 114%, comme cela a été indiqué, après être allé presque à 116% en 2021, et un projet de loi de finances qui nous permet donc de retrouver un niveau de prélèvement obligatoire identique à celui de 2011 et donc le plus bas depuis plus de 10 ans. La dépense publique revient à 55,6% du PIB. Nous avons encore du chemin à parcourir pour retrouver le niveau d'avant-crise, c'est-à-dire 53,8%, mais c'est une baisse conséquente puisque nous étions à presque 61% en 2020 du fait de la crise et que nous franchissons ces étapes par la maîtrise des dépenses ordinaires
ce qui me permet de souligner devant vous qu'indépendamment du plan de relance, les dépenses ordinaires de l'État ne vont progresser que de 0,8% en volume l'année prochaine, ce qui témoigne de la maîtrise et du sérieux dont nous faisons preuve en matière de gestion des finances publiques. Ce sérieux, cela a été dit, je n'y reviens pas, c'est un sérieux qui nous donne de la crédibilité sur les marchés. C'est aussi le sérieux qui nous permet de reconstituer nos forces, puisque si d'aventure nous devions connaître une crise avec des conséquences économiques et sociales aussi fortes que celles que nous avons connues et que nous connaissons encore pour une grande partie à l'occasion de la crise Covid, notre responsabilité est de permettre au gouvernement, au président de la République et à nos successeurs de pouvoir y répondre comme nous y avons répondu avec les aides d'urgence que nous avons mises en place depuis 18 mois. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter les éléments du projet de loi de finances pour 2022. Merci Olivier. Nous avons été très complets, mais peut-être que malgré tout, il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Isabelle Raymond à France Info. On a compris qu'il manquait des choses dans ce budget, le plan d'investissement, le revenu d'engagement pour les jeunes également, qui seront donc introduits par amendement, par voie d'amendement dans le débat parlementaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien vont coûter ces plans? J'ai lu ici ou là que ça coûterait de l'ordre de 5 milliards d'euros. Est-ce que c'est la bonne fourchette? Est-ce que c'est le bon ordre de grandeur? Merci. Si ça ne figure pas dans le PLF à ce stade, c'est précisément parce que nous sommes en train d'évaluer les quantums. Donc, je ne vais pas vous donner de chiffres avant que nous les ayons validés avec le Président de la République, avec le Premier ministre, avec la majorité parlementaire. Le plan d'investissement, comme vous le savez, c'est un plan France 2030. Donc, c'est des investissements sur plusieurs années. Après, on verra quel sera le quantum pour 2022, mais c'est des investissements pour 2030. On n'a pas pour objectif d'accélérer la croissance dès le 1er janvier 2022. Ce n'est pas ça l'objectif du plan d'investissement 2030. C'est vraiment augmenter la productivité de la France, réindustrialiser le pays et nous permettre de reprendre des parts de marché à l'exportation. J'ai déjà eu l'occasion de dire à de multiples reprises que je fais du rétablissement de la balance commerciale française un des éléments clés de notre puissance économique dans les 10 prochaines années. On ne peut pas se satisfaire d'avoir une balance commerciale qui reste déficitaire et qui traduit des pertes de parts de marché sur les marchés extérieurs. Quant au plan de soutien aux jeunes, l'objectif, c'est bien de s'inscrire dans le prolongement de ce qui a déjà été engagé depuis plusieurs mois. Nous ne sommes pas restés les bras croisés face à la situation des jeunes confrontés à cette crise la plus grave depuis 1929. Nous avons soutenu massivement l'apprentissage. Et c'est un grand succès. Je pense que c'est vraiment un succès collectif dont nous pouvons être fiers. Les primes à l'apprentissage qui ont été maintenues par le Premier ministre ont permis enfin, pour la première fois, de développer l'apprentissage massivement en France. Nous avons développé le plan « Un jeune, une solution » qui marche aussi très bien. Et puis, nous sommes dans une situation, je vous l'ai dit, très différente de ce à quoi nous nous attendions. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, et notamment dans les secteurs du nettoyage, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'agroalimentaire. Dans tous ces secteurs-là, où que vous alliez en France, je pense qu'on fait tous la même expérience. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent « on ne trouve pas de salariés, on ne trouve pas les compétences dont nous avons besoin ». Donc il faut évidemment tenir compte aussi de cette réalité économique pour être les plus efficaces possibles. Mais notre engagement avec Elisabeth Borne, main dans la main, ministère de l'économie, ministère du travail, pour apporter des solutions aux jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, cette détermination, elle est totale, elle est partagée entre Elisabeth Borne et moi, entre le ministère du Travail et le ministère de l'économie et des finances, et les arbitrages seront rendus dans les jours qui viennent par le président de la République et le Premier ministre. Bonjour, Boris Cambrelan, AFP. Je voudrais vous demander ce que vous répondez au Conseil des finances publiques qui dit qu'il n'est pas en mesure de rendre un avis éclairé parce que le budget est incomplet à cause des deux éléments dont on vient de parler, et aussi qui vous reproche sur le front des recettes de sous-estimer les recettes tout en appelant à des économies. Voilà. Je laisserai Olivier répondre sur les recettes, mais d'abord, je ne crois pas que le Haut Conseil ait dit ça exactement. Je ne crois pas que ce soit les termes qu'il a employés. Et je veux redire à quel point ce PLF 2022 est sincère.
comme le PLF 2018 était sincère, le PLF 2019 était sincère, le PLF 2020 était sincère, le PLF 2021 était sincère, le PLF 2022 est sincère. C'est-à-dire que tout est sur la table. Et que même ce qui n'est pas sur la table, nous le disons aux Français très clairement. Et nous donnons les explications. Le plan d'investissement, c'est un calibrage qui est complexe à faire, parce que c'est des investissements sur 10 ans, donc ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Et sur les jeunes, la situation a changé, je le redis, puisque nous avons aujourd'hui des pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs. On joue carte sur table. Nous avons toujours joué carte sur table. Mais sur le reste, je vous ai donné, y compris tous les détails sur les 11 milliards d'euros de dépenses de l'État, il ne manque pas un euro d'explication. Donc nous sommes sincères, et je le dis avec beaucoup de gravité, nous gérons les comptes publics de la nation avec sérieux. J'ai eu l'occasion, je le dis, de m'en entretenir hier avec le président du Conseil, avec Pierre Moscovici, pour rétablir un certain nombre de choses qui méritaient d'être rétablies. Sur l'avis du Haut Conseil des finances publiques, la sincérité est reconnue. Et le Conseil des finances publiques précise aussi que les hypothèses de croissance qui sont les nôtres sont plausibles et que le calcul du montant des dépenses prévues pour chacune des actions indiquées dans les documents que nous lui avons transmis est tout à fait plausible et réaliste. C'est un point qui est important et qui vient souligner une fois de plus une constante des avis du Haut Conseil des finances publiques concernant les prévisions qui sont les nôtres. Cette constante, c'est le réalisme et la prudence. Il y a sur les recettes liées à la masse salariale et donc les recettes plutôt de cotisation, une indication du Conseil du Haut Finances publiques qui considère que la réalité, ou en tout cas l'objectif, pourrait être meilleur que les hypothèses que nous lui avons transmises. Il faut savoir que nous avons arrêté les comptes avant transmission au Conseil des finances publiques le 8 septembre, soit plusieurs jours avant la publication des données de l'INSEE, organisme indépendant s'il en est, sur la question de la masse salariale. Par ailleurs, et nous l'assumons, cela a été dit par Bruno Le Maire tout à l'heure, nous n'avons pas voulu intégrer dans nos prévisions le fait qu'un certain nombre d'organismes considèrent que la croissance en 2021 pourrait être à 6,2 ou 6,3. Nous sommes restés à 6%. Et là aussi, nous l'avons fait comme nous l'avons fait les années précédentes et les mois précédents pendant la crise pour garder le maximum de prudence. Et donc, les éléments qui figurent aujourd'hui dans l'avis du Haut Conseil des finances publiques nous confortent dans la démarche qui est la nôtre. Bonjour, Renaud Honoré du journal Les Échos. J'aurais une question qui fait suite à celle de mon collègue sur le Haut Conseil. Le Haut Conseil vous réclame justement une deuxième saisine une fois que ces nouvelles dépenses sur les revenus d'engagement et sur le plan d'investissement seront connues. Est-ce que vous vous engagez à saisir une nouvelle fois le Haut Conseil? Et Monsieur le Maire, vous dites à l'instant que vous avez appelé Monsieur Moscovici pour rétablir certaines vérités. Est-ce que c'est une façon de dire que vous trouvez cet avis injuste ou manquant de sincérité lui-même? Et deuxième question sur les fonctionnaires. Je vois que le nombre de fonctionnaires est en baisse pour 2022 au sein de l'État. Je voulais savoir quel était le bilan sur le quinquennat pour les fonctionnaires, pour les effectifs de l'État. Et plus généralement, on sait que le président de la République avait annoncé une baisse de 120 000 fonctionnaires sur l'ensemble de la sphère publique sur tout le quinquennat. On sait que cet objectif ne sera pas tenu, mais est-ce que vous pouvez maintenant avoir une idée de l'évolution des effectifs sur le quinquennat? Merci. Alors sur le premier sujet, pour être tout à fait précis, c'est Pierre Moscovici qui m'a contacté, pas l'inverse, mais je respecte évidemment les avis du Haut Conseil. Nous sommes là pour les suivre. Il y a des règles et elles seront intégralement respectées. Toutes les règles de saisine seront respectées et les avis du Haut Conseil sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus quand ils sont formulés dans le rapport. Ils le sont moins quand certains des membres s'expriment par presse interposée. Je ne pense pas que ce soit leur rôle. Je pense que c'est bien de clarifier comment les choses doivent fonctionner dans des institutions qui sont bien tenues. Nous respectons les règles de saisine, évidemment. Nous respecterons toutes les règles de saisine. Nous tenons le plus grand compte des observations du Haut Conseil, mais les observations doivent figurer dans un rapport et pas dans des messages par voie de presse interposés. Je crois que c'est comme ça que les règles sont respectées et c'est comme ça que les institutions fonctionnent bien. Concernant les effectifs de la fonction publique, le projet de loi de finances prévoit effectivement une légère diminution de 500 ETP répartis sur l'État et ses opérateurs. Et à l'échelle du quinquennat, nous serions pour l'État sur une réduction des effectifs de 1250 ETP. Pourquoi est-ce que nous sommes à ces chiffres-là par rapport aux chiffres qui avaient été prévus initialement?
D'abord parce que nous avons dû répondre à un certain nombre de besoins et faire face à des crises. D'abord une crise sociale qui s'est traduite aussi par un grand débat avec un certain nombre de décisions. Je pense notamment au maintien des écoles en zone rurale, mais aussi au renforcement de certains corps enseignants sur des filières comme les BTS, ou encore l'accélération du dédoublement des classes de CP et de CE1. Par ailleurs, la crise sanitaire que nous avons connue nous a aussi amené à réarmer un certain nombre de ministères et des opérateurs. C'est le cas de Pôle emploi, c'est évidemment le cas du ministère de la Santé. À l'échelle du quinquennat, notre objectif est donc la stabilité des emplois de l'État. Et nous considérons qu'avec un projet de loi de finances qui s'ouvre sur une diminution de 1250 ETP à l'échelle du quinquennat, nous sommes à cet objectif de stabilité. Je rappelle que nous parlons de plus de 2 500 000 agents au total. Pour ce qui concerne la sphère sociale et hospitalière, je rappelle, même si vous ne l'avez pas évoqué dans votre question, qu'elle n'a jamais été intégrée dans les objectifs de réduction des effectifs qui avaient été annoncés par le Président de la République. Pour ce qui concerne les collectivités locales, l'objectif qui était envisagé s'élevait à 70 000. Les premières années du quinquennat ont montré que cet objectif était tenable parce que la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités et une augmentation inférieure à 1,2% se traduit assez mécaniquement par la suppression de 8 à 10 000 postes par an. Mais ce sont des chiffres que nous connaissons avec un décalage d'1 an et demi à 2 ans par rapport à la fin d'un exercice budgétaire. Et donc, il est encore tôt pour savoir si cet objectif global de 70 000 sera tenu. En tout cas, pour ce qui concerne l'État, c'est un objectif de stabilité. Et cet objectif de stabilité se traduit à la fois par des schémas d'emploi négatifs pour certains ministères, c'est le cas du ministère de l'Économie et des Finances et de la Relance, et des schémas d'emploi positifs pour tenir les engagements qui ont été pris, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la justice, de la défense, mais aussi au profit du premier degré dans l'éducation nationale. Merci. Bonjour, Carole Ferry, Europe 1. J'avais une question concernant le plan promis à Marseille, 1,5 milliard d'euros. J'aurais voulu savoir quelle part était budgétée en 2022 et sur quelle ligne budgétaire, s'il vous plaît. Alors, vous savez, je suis élu dans le Nord, en Normandie. Olivier est élu dans le Sud, un tout petit peu plus près de Marseille, donc c'est lui qui va vous répondre. Le plan sur Marseille fait l'objet donc d'annonces du président de la République qui seront évidemment mises en œuvre. Et nous travaillons actuellement sur le calendrier de déploiement des mesures du plan. Le plan fait l'objet d'une estimation globale supérieure à 1 milliard d'euros, même 1,5 milliard. Mais je précise que c'est une estimation, et surtout c'est une estimation d'un montant avec un caractère pluriannuel. Aujourd'hui, les dispositions du PLF nous permettent de répondre et de donner à Marseille, d'offrir à Marseille, l'accompagnement annoncé par le président de la République. Il y a certains dispositifs qui méritent une instruction technique un peu plus poussée, et nous aurons aussi la possibilité, si c'est nécessaire, de déposer des amendements en cours de lecture pour flécher tel ou tel crédit sur des actions spécifiques du plan Marseille. Mais entre l'instruction, qui prend nécessairement un petit peu de temps, et les moyens dont nous disposons dans le budget de l'État, nous saurons faire face et tenir l'intégralité des engagements. Bonjour, Thomas Asportas pour BFM Business. 2 questions. La première, combien va coûter le dispositif coût fixe à partir du mois d'octobre, si vous avez ce chiffre? Et deuxième question sur les économies. Vous vantiez les effets positifs des économies en début de quinquennat, les EPL, la réforme des CCI, qui vous a permis de repasser sous les 3%. Est-ce qu'il y a aussi des économies significatives dans ce budget, puisque vous ne les avez pas mentionnées? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous craignez un grand écart avec le programme de stabilité que vous aviez présenté au printemps, où là, pour le coup, vous prévoyez des objectifs de réduction de la dépense publique très substantiels? Merci. Alors, sur la première question, avant de laisser la parole à Olivier, on n'a pas d'estimation ce que pourrait coûter le dispositif coût fixe, donc on ne sait pas exactement quelle sera la situation des entreprises. En tout état de cause, on est sur des montants qui sont extrêmement réduits par rapport à ce que coûtait le dispositif Fonds de solidarité. Puisque nous passons, je le rappelle, d'un dispositif forfaitaire, le Fonds de solidarité, où tout le monde est éligible, c'est forfaitaire, donc les chiffres sont à hauteur de plusieurs milliards d'euros par mois, à un dispositif qui est au cas par cas, en fonction de la différence que vous avez entre votre revenu et les coûts fixes générés par votre activité économique. Donc on est plutôt dans des ordres de grandeur de centaines de millions d'euros plutôt que des ordres de grandeur de milliards d'euros. C'est bien la fin du quoi qu'il en coûte.
Sur la question des économies, nous sommes d'abord dans une logique pour 2022 qui est d'accompagner la relance et l'investissement. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas répéter des erreurs qui ont pu être commises par le passé, qui consisteraient à avoir une politique extrêmement dure trop rapidement, qui aurait pour conséquence d'étouffer la croissance, d'empêcher la relance et de provoquer une forme d'atonie, tant en termes de création d'emplois que d'activité économique. Cela n'empêche pas le sérieux, et le sérieux se traduit à la fois par le fait que, hors relance, les dépenses dites ordinaires de l'État n'augmenteront que de 0,8% en volume. Et donc nous retrouvons le même niveau d'augmentation des dépenses ordinaires qu'au début du quinquennat. Je précise bien hors relance, comme cela a été précisé, puisque nous travaillons sur le périmètre des dépenses ordinaires. Nous allons aussi mettre en œuvre la première étape du plan achat de l'État, qui est un plan qui vise à réorganiser la fonction achat de l'État, permettre des mutualisations d'achat de fournitures ou d'autres consommables, afin de réaliser des économies. Et cette première étape, qui devrait générer environ 150 millions d'euros, a vocation à générer des économies plutôt à hauteur de 800 millions d'euros, voire 1 milliard d'euros à moyen terme. Et nous allons enfin mettre à profit ce projet de loi de finances pour aller sur des mesures de simplification, qui ne relèvent pas directement du champ de l'économie, mais qui en permettent aussi en termes de compétitivité, en termes de qualité de la gestion publique. Je pense notamment à la poursuite de tout le travail d'unification du recouvrement, à la poursuite de la rationalisation fiscale et à des outils au service des ménages et des entreprises, puisque ce projet de loi de finances va permettre de parachever les dispositions qui nous autorisent à contemporanéiser, pardon pour le barbarisme, le crédit d'impôt service à la personne à partir du 1er janvier 2022, puisque c'est un élément que nous n'avons pas encore indiqué aujourd'hui, mais à partir du 1er janvier 2022, les particuliers employeurs, notamment en CESU+, pourront bénéficier en temps réel du crédit d'impôt dont on peut bénéficier pour les emplois à domicile. Et à partir du 1er avril, ça sera élargi aux particuliers qui passent par des opérateurs ou par des sociétés de prestations. Et donc c'est aussi ce type de réforme que ce PLF permet de poursuivre. Gaëtane Mélin, BFM TV. Vous avez évoqué tout à l'heure les mesures d'urgence qui n'ont pas été utilisées, qui sont donc redéployées. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de ces mesures d'urgence qui n'ont pas été utilisées, qui vont donc être redéployées? Merci. 8 milliards d'euros environ. Et qui sont redéployés sur 2022. 8 milliards d'euros qui donc ne seront pas dépensés en 2021 parce que nous avons mis fin au quoi qu'il en coûte. Je veux vraiment être très précis là-dessus parce qu'on entend dire tellement n'importe quoi, ça fait partie de la beauté de la vie politique, et c'est pas mal de redonner aussi un certain nombre de vérités. Nous avions anticipé une crise sanitaire qui aurait pu durer jusqu'à la fin de l'année 2021. Je crois vous avoir toujours dit à chacun d'entre vous ici que nous prenions aussi en compte l'hypothèse du maintien d'une crise sanitaire lourde jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc nous avons calibré les principaux dispositifs d'urgence, la mission urgence, je pense en particulier au fonds de solidarité et à l'activité partielle, pour des montants qui sont très supérieurs à ceux dont nous avons besoin. Au total, c'est environ, parce que tout ça doit être ajusté en fonction du décaissement du fonds de solidarité de septembre, c'est environ 8 milliards d'euros. Et je rappelle que le fonds de solidarité, ça décaisse à hauteur de plusieurs milliards d'euros par mois. Donc le jour où vous l'arrêtez, évidemment, ça fait un freinage qui est assez efficace. Donc on a 8 milliards d'euros de sous-consommation de la mission urgence. Sur ces 8 milliards, la quasi-intégralité va aller à la réduction du déficit public de 2021. Ce qui explique le chiffre que je vous ai donné et que nous vous avons donné avec Olivier Dussopt, qui est très inférieur à ce que nous avions envisagé au départ. Après, quelques crédits pourront être employés, mais comme nous sommes soucieux de cohérence, ce n'est pas des crédits pour financer tout et n'importe quoi. C'est des crédits pour faire face à d'autres urgences, à des urgences que nous n'avions pas nécessairement prévues. Je pense en particulier à la flambée des prix du gaz. Donc nous mettons 600 millions d'euros en urgence pour pouvoir augmenter le chèque énergie tel que cela a été annoncé par le Premier ministre il y a quelques jours. Je rappelle que le montant moyen, c'est 150 € pour environ 6 millions de ménages. Avant, c'était 3,7 millions de ménages, aujourd'hui, c'est 6. Nous rajoutons 100 € au chèque énergie. Et comme nous voulons qu'il soit donné en urgence et pas que ça arrive au printemps, au moment où on ne chauffe plus, nous allons le faire passer dès les semaines qui viennent en utilisant ces crédits non utilisés du fonds
d'urgence. Et vous voyez bien que d'un côté, il y a 8 milliards d'euros qui ne sont pas dépensés, qui vont servir à la réduction des déficits, et de l'autre, uniquement 600 millions d'euros pour le moment qui sont engagés. Une dernière question avant de passer au brief des directeurs de cabinet. Oui, bonjour, Marc Vigneault du Point. Juste une petite précision. Vous disiez, est-ce que les dépenses des ministères n'augmentent toujours que de 11 milliards d'euros ? Donc ça veut dire que les 500 millions, par exemple, de crédits supplémentaires annoncés dans le cadre du Beauvau de la sécurité, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce que c'est en plus ? Voilà, c'était pas clair là-dessus pour moi. Merci. Olivier ? Une partie de l'augmentation des crédits du ministère de l'Intérieur est aussi inscrite dans le cadre des redéploiements pour la relance. Et donc, ça nous permet de tenir cette enveloppe globale, cette marge globale à 11 milliards d'euros en intégrant les annonces du président de la République. Merci à tous. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser les ministres aller en Conseil des ministres. Les journalistes qui ne souhaitent pas assister au brief des directeurs de cabinet, on vous laisse 5-10 minutes avant pour quitter la salle. Et puis, ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Et Bertrand Dumont et Damien Lanty vont s'installer dans quelques minutes. Merci. Merci à tous. Puis on espère bien vous retrouver l'année prochaine.